Oui, alors je suis pas complètement d'accord avec toi. Je pense pas que Jane Austen aurait été vraiment emballée en regardant Orgueil et préjugés et zombies. Oui, mais on est d'accord que ça fait quand même 17 adaptations. On est d'accord. C'est vraiment l'histoire d'amour anglaise par excellence, façon 19e siècle, remplie de personnages en redingote et en robe de mousseline. Pourtant, il y a quelque chose là-dedans qui cartonne toujours autant. C'est vrai. Mais moi, je suis vraiment content qu'on puisse y retourner parce que, en fait, la première fois que j'ai lu Orgueil et préjugés, j'ai pas trop compris l'engouement. J'avais l'impression que l'histoire, elle était trop étriquée, trop dépendante de sa petite campagne anglaise, et puis qu'elle se résolvait de façon presque trop convenue entre des personnages que seule la sottise d'autrui empêchait d'être réunis. Et en fait, depuis ce moment-là, j'ai pas arrêté d'avoir des amis, des femmes quasi exclusivement, c'est vrai, qui m'ont dit que ce livre avait énormément compté pour elles. Et alors je suis content, cette fois-ci, on peut y retourner, relire ce livre plus attentivement et en ravalant notre orgueil et nos préjugés à nous. Oui, je suis d'accord avec toi. En le lisant, j'ai eu cette impression de ne pas l'avoir compris d'abord, et puis en allant plus profondément, de comprendre cette radicalité secrète, cette urgence dans l'éveil sentimental d'une jeune fille de la gentry. C'est un critique anglais qui disait « Si les valeurs de Jane Austen étaient plus répandues, notre société qui l'a portée au nu ne s'en remettrait pas. » Orgueil et préjugés est un roman de l'écrivaine anglaise Jane Austen, paru en 1813. Il est centré sur Elizabeth Bennet, numéro 2 des 5 filles d'une petite famille de notables de la campagne anglaise. Dans une société où seul le mariage protège les femmes du besoin et leur assure un statut social, trouver un prétendant est un enjeu immense. L'arrivée au village d'un jeune homme à marier, aussi fortuné que charmant, est ainsi l'assurance de plus de 400 pages de drama. Dans ce roman, on rencontre Elizabeth Bennet, vive et pleine d'esprit, sa grande sœur Jane, leurs 3 petites sœurs et leurs parents, Bingley, le bon parti cité plus haut, le fier Darcy, ami de Bingley, sans oublier des prétendants calculateurs, des jeunes filles à marier, des sœurs stratèges et des mères prêtes à tout. Jane Austen construit son roman comme les meilleures comédies romantiques du cinéma. Fausses pistes, révélations, obstacles insurmontables. On sait qui va finir avec qui, mais comment ? Quand Jane Austen a débuté l'écriture de ce roman, elle avait environ le même âge que son héroïne, Elizabeth. Vous êtes à Londres, en l'an 1813, et vous remarquez qu'il y a de la tension dans l'air. Le boucher Napoléon, comme on l'appelle ici, presse ses armées contre l'Europe pour la 15e année consécutive. Les États-Unis en ont profité pour envahir le Canada britannique, et quant au roi George, il est entré pour de bon dans la folie. Son fils aîné, qui gouverne à sa place, s'alarme contre une conspiration de l'intérieur, une contagion des idées révolutionnaires qui viendraient de France ou d'Amérique, et il accroît ses menaces contre les théologiens, les penseurs, les philosophes, les professeurs. Il faut dire que la lecture est devenue un passe-temps respectable, et le gouvernement exerce une grande pression contre les maisons d'édition. Alors, quand vous rentrez dans la plus fameuse librairie de Londres, le Temple des Muses, riche d'1 million d'ouvrages, vous avez du mal à trouver, parmi les publications récentes, autre chose que des histoires qui préfèrent prudemment se dérouler dans un passé lointain, comme les romans gothiques ou la poésie romantique. Mais il se trouve que, en ce mois de janvier 1813, il y a un livre étonnant dont tout le monde parle, c'est Orgueil et préjugés, publié sans nom d'auteur. Son action se déroule au présent, dans le petit village de Meryton, situé à quelques heures au nord de Londres. Vous avez de la chance, il en reste un exemplaire, vous l'ouvrez. Vous remarquez que, à la manière des livres moralistes du siècle précédent, Orgueil et préjugés s'ouvre sur une maxime, une formule morale qui sert de prétexte à l'ouvrage et qui dit « C'est une vérité universellement reconnue que tout homme célibataire, pourvu d'une belle fortune, doit être à la recherche d'une épouse. » Vous riez. C'est vrai qu'il y a quelque chose de drôle dans cette sentence ironique qui commence sur un ton ronflant et qui se conclut sur une vérité qui n'a pas grand-chose de philosophique. Mais le thème est donné, il va s'agir de mariage et d'argent, dans un pays peuplé par des hommes en mouvement et par des femmes qui patientent chez leurs parents qu'on veuille bien les épouser. Aussitôt, la narratrice nous présente 2 parents, monsieur et madame Bennet, mari et femme depuis 23 ans. Madame Bennet prend la parole. Elle annonce à son mari que un de ces hommes célibataires vient de s'installer dans le voisinage, qu'elle a vu sa voiture de poste à 4 chevaux et qu'il doit être très riche. Et d'ailleurs, leurs bons amis, les Lucas, qui d'habitude ne vont jamais rendre visite aux nouveaux venus, ont cette fois-ci annoncé qu'ils iraient dès le lendemain. Il est donc impératif, demande Madame Bennet, que Monsieur Bennet précède leurs amis et se rende au plus tôt chez le mystérieux inconnu. C'est que, s'il n'y va pas, il serait inconvenant
pour la mère et ses filles de se présenter devant lui. Mais M. Bennet n'a pas l'air de se laisser convaincre. Il refuse. Il a l'air absorbé. Il est un peu railleur et, sous sa répartie, on sent quelque chose de aigre. La mère ne décèle pas ses sarcasmes, en tout cas, elle ne les relève pas. Et elle se fait pressante, presque envahissante, pour ce brave homme qu'un honnête repos fait se trouver dans sa bibliothèque encore paisible un instant plus tôt. Vous voilà rentré chez vous avec le livre dans vos mains. Il y a de l'ironie dans cette histoire et des enjeux intemporels dans un cadre que vous connaissez bien, qui est celui de la gentry, c'est-à-dire de la petite noblesse de province, et par extension, les notables à la campagne. Des 3 intrigues amoureuses que développe le roman, la principale est centrée sur la deuxième fille des Bennet, au caractère bien trempé, qui s'appelle Elizabeth, et sur l'homme qu'elle met longtemps à accepter d'aimer, Monsieur Darcy. C'est une relation qui peine à voir le jour, tant elle est encombrée par l'orgueil de chacun et leurs préjugés réciproques. Il faut dire que la différence de statut social est très grande entre les deux. Mais après quelques coups de théâtre bien sentis, le dénouement est heureux. Au fond, vous avez devant vous une de ces histoires d'amour empêchées qui finissent bien, contrairement par exemple à Roméo et Juliette. Grâce à Elizabeth, Darcy devient plus humble, et grâce à Darcy, Elizabeth devient moins têtue. Il paraît qu'à l'origine, le livre s'appelait « Premières impressions ». Et c'est bien de ça qu'il s'agit. D'un homme et d'une femme qui surmontent leurs premières impressions pour s'aimer, en dépit du qu'en dira-t-on. Bon, vous refermez le livre. Vous êtes content de votre achat. Dans les journaux, aussi, quelques critiques dont l'écrivain Walter Scott partagent votre enthousiasme. Les années passent, vous n'y pensez plus. Quand Jane Austen décède 4 ans plus tard, en 1817, à l'âge de 41 ans, ses livres sont en rupture de stock. C'est que si chacun s'accorde à dire qu'elle a capturé le petit monde de la gentry avec une précision étonnante, personne n'est vraiment sûr que ce monde-là en valait la peine. Au fond, ce qui faisait justement son attrait pour ses contemporains n'intéresse plus la génération d'après. L'autrice Charlotte Brontë écrit 30 ans plus tard « C'est un jardin soigneusement enclos, avec des bordures bien nettes et des fleurs délicates, mais pas d'air frais, pas de nature sauvage. Pour rien au monde, je ne voudrais vivre dans ces maisons étouffantes. » Et donc, avec les décennies, la boucle est bientôt bouclée. Lire Jane Austen, c'est s'évader vers un monde plus simple. En 1943, pendant qu'il se remet d'une pneumonie, Winston Churchill demande à sa femme de lui lire Orgueil et préjugés. À la fin, il s'écrit que les vies de ces gens étaient calmes et tranquilles, point de révolution, point d'armée française à l'horizon. De toute évidence, le sifflement des bombes allemandes le rendait sourd aux paroles prononcées à mi-voix dans ce livre. Où est la révolution ? Où est l'armée française ? Rien ne sert de répondre à Winston parce que soit il est cendre jusqu'à la fin des temps, soit il est déjà entré dans la vérité éternelle. Mais revenons à notre lecteur de 1813, nouvel acheteur du nouveau livre. Ne pensez-vous pas que, dans son fauteuil, il hausse des sourcils devant le personnage de Mr. Collins, le pasteur anglican, dont la servilité et l'absence totale de vocation spirituelle sont un motif comique tout au long du roman ? Et ne pensez-vous pas que ses sourcils se haussent devant Lady Catherine de Bourg, dont la mesquinerie et la méchanceté nous donnent envie d'appeler Robespierre à la rescousse ? Quant à la menace de l'armée, elle n'a pas besoin de porter l'uniforme français. Les soldats stationnés dans la caserne voisine dilapident leurs soldes aux cartes. Ils doivent de l'argent à tout le monde. Ils s'enivrent et ils séduisent les jeunes filles. D'abord Élisabeth, et puis sa sœur Lydia, 16 ans, qu'il faut ensuite aller chercher à Londres pour éviter qu'elle jette l'opprobre sur toute la famille. Et enfin, Mary King, dont la narratrice nous dit que un héritage inattendu de 10 000 livres constituait son principal attrait. Mais qu'est-ce que ça veut dire, 10 000 livres ? Qu'est-ce que ça représente ? Pour nous, malheureusement, c'est un peu comme les poèmes de Tolkien. Ça n'a plus énormément de sens. Mais il faut bien reconnaître que pour celles et ceux qui lisaient Jane Austen au XIXe siècle, c'était des informations précises, qui les renseignaient sur comment chacun vivait, qui avait préséance, qui tenait le haut du pavé. En fait, depuis une 50aine d'années, un certain nombre d'ouvrages attirent l'attention sur ce qu'on pourrait appeler la part sociologique des livres de Jane Austen, en se fondant sur une remarque toute simple, et qui est que dans ces livres, chaque personnage, ou presque, est associé à un statut financier précis. Bien plus que chez Dickens ou chez Émile Zola, nous savons combien
gagne chaque personnage? Quels sont ses revenus? Alors, on voudrait prendre un moment pour remettre un peu les choses au clair. Mettons que vous ayez une fortune de 10 000 livres. Comme toutes les familles bourgeoises de l'époque, vous l'investissez dans les bons du Trésor, qui vous garantissent une rente de 5% par an, c'est-à-dire donc 500 livres de rente par an. Alors avec 500 livres de rente, comment vit-on? Eh bien, si vous n'avez personne à charge, vous pouvez vivre assez confortablement, sans avoir besoin de travailler. À partir de 1000 livres, vous avez généralement 3 domestiques en cuisine, un valet de pied, une calèche, un cocher, quelques chevaux. C'est grosso modo la situation financière de la famille Bennet dans le livre. Mais Darcy, lui, il a une rente de 10 000 livres par an. 10 fois plus. Ça le place dans le 1% des hommes les plus riches de la Grande-Bretagne. On comprend mieux pourquoi son arrivée à Meryton suscite autant d'excitation. Pour mettre ça en perspective, le revenu moyen à l'époque est de 30 livres par an. Autrement dit, le monde de Jane Austen, c'est une société de classe très inégalitaire et très hiérarchisée. Et comme elle l'écrit dans une lettre à sa nièce, les femmes célibataires ont une propension épouvantable à être pauvres, ce qui est un argument très sérieux en faveur du mariage. Jane Austen sait d'autant mieux de quoi elle parle qu'elle est elle-même célibataire et qu'elle pratique un métier que les bonnes manières réprouvent, celui de romancière. C'est pour ça qu'elle fait paraître ses livres sous un faux nom. Non pas que ça lui permette de vivre. En tout et pour tout, ses publications lui rapporteront environ 600 livres pendant toute sa vie. Pour le reste, elle dépend entièrement, avec 2 de ses sœurs et sa mère, de l'argent que lui envoient ses frères. Son père George était pasteur, père de 8 enfants. Il gagnait 210 livres par an et il est décédé en 1805. Les quelques années qui ont suivi sont les seules pendant lesquelles Jane Austen n'a pas écrit. Il faut dire qu'à la mort des pasteurs, l'église anglicane ne verse pas de pension aux familles. Alors, les femmes s'entraident. Mais par conséquent, on comprend tout l'enjeu que le mariage représente. Faire un bon mariage, ce n'est pas d'abord accéder au bonheur conjugal s'il existe, c'est pouvoir stabiliser sa position dans la société et peut-être même gravir les échelons. En tout cas, prenez garde à ne pas les dévaler, car dans ce pays, il n'y a pas de sécurité sociale, pas d'assurance maladie, pas de droit au chômage, pas de retraite. La première monnaie d'échange des femmes, c'est d'être vierge et de se marier. Mais du coup, revenons un peu à notre scène du début du livre. Nous sommes dans le bureau de Monsieur Bennet. Madame Bennet demande à son mari d'aller se présenter aux nouveaux arrivants afin que ses filles aient une chance d'être choisies pour femmes. Elle a 5 filles de 15 à 22 ans. Sur le marché aux épouses de Meryton, elles sont en compétition avec leurs plus proches amies. Une telle est plus jolie, une autre est plus jeune. Mais Monsieur Bennet ne s'en émeut pas. Il cherche plutôt à ce que son bureau retrouve le silence qu'il a perdu à l'entrée de Madame Bennet. Est-ce que vous sentez mieux combien il n'est pas à la hauteur? Bientôt, la narratrice nous prévient que Monsieur Bennet a reçu une lettre. De qui est-elle? Chacune de ses filles le questionne. Mais par malice ou par jeu, il leur soumet toutes sortes de charades. Le texte dit « Monsieur Bennet avait plaisir à être pressé de questions, à la fois par sa femme et par ses 5 filles. Après s'être amusé quelque temps de leur curiosité, il consentit à s'expliquer. Cette lettre est de mon cousin, Monsieur Collins, qui, lorsque je serai mort, sera libre de vous mettre tout à la porte de cette maison dès que l'envie lui en prendra. » Attendez, quoi? Oui, il semblerait que, en vertu d'une loi très ancienne et injuste, merci, les biens de Monsieur Bennet, à sa mort, seront légués au premier héritier mâle. Et comme, en l'occurrence, Monsieur Bennet n'a pas de fils, à son cousin, le vilain pasteur Collins, que personne n'a encore rencontré, et qui, effectivement, n'aura aucune obligation de garder tout le monde à demeure. Mais ça, Monsieur Bennet le sait depuis longtemps. Et pourtant, il n'a rien anticipé, il n'a pas investi, il n'a aucune épargne. Par conséquent, la dot de ses filles ne s'élève qu'à 1000 petites livres. C'est-à-dire donc 50 livres de rente par an. Et donc, quand M. Collins fait enfin son apparition et qu'il en profite pour demander la main d'Élisabeth, c'est un moyen de pression pour lui. Il dit « Ma situation, mes relations avec la famille de Bourg, ma parenté avec votre famille sont autant de conditions favorables à ma cause. En outre, vous devriez considérer que, en dépit de tous vos attraits, vous n'êtes nullement certaine de recevoir une autre demande en mariage. Votre dot est malheureusement si modeste qu'elle doit inévitablement contrebalancer l'effet de vos charmes
et de vos qualités. Mais quelle impertinence! Non, vous savez quoi, cette scène est trop drôle. On va en lire un passage plus long. C'est dans la traduction de Lecomte et Pressoir, qui, à notre avis, est celle qui retranscrit le mieux l'humour de Jane Austen. La porte s'était à peine refermée sur Madame Bennet que Monsieur Collins prit la parole. Et croyez, chère Miss Elizabeth, que votre modestie, loin de me déplaire, ne fait à mes yeux qu'ajouter à vos charmes. Vous m'auriez paru moins aimable sans ce petit mouvement de retraite. Mais laissez-moi vous assurer que j'ai pour vous parler la permission de votre respectable mère. Vous vous doutez sûrement du but de cet entretien, bien que votre délicatesse ne vous fasse simuler le contraire. J'ai eu trop d'attention pour vous pour que vous ne m'ayez pas deviné. Mais avant de me laisser emporter par le flot de mes sentiments, peut-être serait-il plus convenable de vous exposer les raisons qui me font songer au mariage et le motif qui m'a conduit par ici pour y chercher une épouse. L'idée du solennel Mr. Collins se laissant emporter par le flot de ses sentiments parut si comique à Elisabeth qu'elle dut faire un effort pour ne pas éclater de rire. Elle perdit par là même l'occasion d'interrompre cet éloquent discours. Les raisons qui me déterminent à me marier sont les suivantes. Primo, je considère qu'il est du devoir de tout clergyman de donner le bon exemple à sa paroisse en fondant un foyer. Secondo, je suis convaincu, ce faisant, de travailler à mon bonheur. Tertio, peut-être aurais-je dû commencer par là. Je réponds ainsi au désir exprimé par la très noble dame que j'ai l'honneur d'appeler ma protectrice, Lady Catherine de Bord. Il devenait absolument nécessaire de ne pas le laisser poursuivre. Monsieur, je suis très sensible à l'honneur que vous me faites par cette proposition et je vous en remercie. Mais il m'est impossible de ne point la décliner. Et je sais depuis longtemps qu'il est d'usage parmi les jeunes filles de repousser celui qu'elles ont au fond l'intention d'épouser lorsqu'il se déclare pour la première fois. Et qu'il leur arrive même de refuser une seconde et même une troisième fois. C'est pourquoi votre réponse ne peut me décourager. Et j'ai confiance que j'aurai avant longtemps le bonheur de vous conduire à l'hôtel. Vérité, monsieur, cette confiance est plutôt extraordinaire après ce que je viens de vous déclarer. Vous êtes vraiment délicieuse, quoi que vous fassiez. Et je suis persuadé que ma demande, une fois sanctionnée par la volonté expresse de vos excellents parents, ne manquera pas de vous paraître acceptable. Devant cette invincible persistance à vouloir s'abuser, Elisabeth se leva. Elle allait quitter la pièce quand Mr. Collins l'arrêta par ces mots. Lorsque j'aurai l'honneur de reprendre cette conversation avec vous, j'espère recevoir une réponse plus favorable. Lorsque j'aurai l'honneur de reprendre cette conversation avec vous, j'espère recevoir une réponse plus favorable. Alors voilà, dans cette jungle maritale où le premier pasteur venu peut vous manquer de respect et vous mettre la pression, Elisabeth garde la tête haute. Il s'agit pour elle de naviguer les insuffisances des hommes, y compris celle de Darcy d'ailleurs, dont elle refuse la première demande en mariage, malgré sa fortune, parce qu'il est tellement imbu de sa propre personne. Alors certes, quand il a les traits de Colin Firth dans la merveilleuse adaptation de la BBC, on comprend mal qu'Elisabeth lui résiste. Mais Orgueil et Préjugés, c'est plus que ça. C'est un monde où l'amour est une aventure dangereuse, presque une question de vie ou de mort. Est-ce que notre bon lecteur de 1813 a senti ces choses-là? Rien n'est moins sûr. Au fond, il n'est pas étonnant que ce soit aujourd'hui que ce livre connaisse un tel regain d'amour.